Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre rendez-vous mensuel Planète Découverte. Aujourd'hui, cette émission vous sera présentée par Chloé et Corentin. Nous vous parlerons des DROM, départements, régions d'outre-mer, des COM, collectivités d'outre-mer. Donc nous allons parler de la Guadeloupe, la Polynésie française, la Réunion, la Martinique, la Guyane et Mayotte. Commençons tout de suite avec la Guadeloupe. La Guadeloupe est une région située dans l'océan Atlantique au niveau de l'équateur. Le sujet d'aujourd'hui va porter principalement sur les aménagements touristiques. Reportage de Hugo, Pauline, Blandine et Mathilde. La Guadeloupe est une île tropicale située au milieu des mers chaudes de l'Atlantique. Elle répond à 3 caractéristiques, la chaleur, l'humidité et l'insularité. La température moyenne de l'île est de 27 degrés. Le climat est favorable partout durant janvier, février et mars. En hiver, la température moyenne est autour de 30 degrés. La saison sèche est de mai à décembre. Les mois les plus pluvieux sont mai, août et septembre. La Guadeloupe est loin d'un pays tropical, mais ça a aussi son avantage. Il n'y a pas d'espèces venimeuses ou dangereuses. Les eaux guadeloupéennes sont très riches avec des poissons multicolores, oursins étoiles de mer et aussi des dauphins qui viennent se reproduire entre janvier et mai. Près de 2000 espèces de plantes répertoriées en Guadeloupe du fait de sa situation géographique et de son climat exceptionnel. Une grande diversité d'orchidées ont été recensées en Guadeloupe, près de 70 000 espèces. Richesse des fonds marins, les plages avec du sable gris, blanc et noir. Il y a des sources d'eau chaude. 58% des touristes sont des femmes. 80 000 touristes de séjour et 234 304 croisiéristes, soit un total de 720 304 touristes. Les touristes préfèrent dormir chez l'habitant, peut-être parce que c'est moins cher. La cuisine guadeloupéenne vient par les différentes cultures qui viennent des îles européennes, indiennes, africaines et amérindiennes. La cuisine est souvent très épicée. Chez les habitants, les plats sont souvent composés de poissons séchés, comme la morue et beaucoup de légumes cultivés dans les jardins. Dans les restaurants, ils proposent souvent du poisson et surtout de la dorade coryphène. Le carnaval de Guadeloupe est une fête annuelle. Il démarre le premier dimanche de janvier et se termine le mercredi des Cendres. Le carnaval est une vraie tradition. Il est unique en Guadeloupe, on ne trouvera jamais un carnaval identique. Le programme de l'année 2018 est du 7 janvier au 13 février, le mardi gras 13 janvier et le 8 mars la mi-carême. La Guadeloupe a une économie sensibilisée sur le tourisme. Il y a des aménagements comme des hôtels, des gîtes, des piscines. Cela se regroupe dans un complexe thermalisme. Les acteurs publics sont la collectivité territoriale, l'Union européenne et de l'État. Les acteurs privés sont les agences de tourisme, les touristes, les entreprises et les promoteurs. Les risques volcaniques sont peu fréquents mais peuvent être très violents et destructeurs. Seul le sud de la Guadeloupe est concerné par ces risques, mais les différentes zones ne seront pas toutes touchées par le même effet. En Guadeloupe, seul le massif de la Soufrière est encore actif. Lors d'une éruption, les habitants de Sud-Basse-Terre ont été évacués et hébergés dans des écoles pendant 5 mois à cause de fortes densités de lave. La Basse-Terre est une île volcanique et montagneuse. On peut voir des chutes d'eau, des plages avec de l'eau claire. La température de la mer est propice à la baignade toute l'année à Pointe-à-Pitre. Le volcan de la Soufrière est le plus petit sommet des Antilles. Les incontournables de la Guadeloupe sont la cascade aux écrevisses, les chutes du Carbet, le parc de Guadeloupe qui s'étend de 17 300 hectares de forêt humide en Basse-Terre. Au cœur du massif de la Basse-Terre, le parc des Mamelles consacre 4 hectares de forêt tropicale à la conservation d'espèces rares ou menacées. Partons maintenant en Polynésie française. La Polynésie française s'étend dans le Pacifique Sud. Elle se situe à 20 000 km de la métropole avec un grand décalage horaire. Le sujet d'aujourd'hui portera sur les aménagements du territoire d'une COM. Reportage de Michael, Axel, Jérémy et Laura. La Polynésie française est une COM depuis 2003. La Polynésie ne bénéficie pas d'une autonomie politique, mais d'une autonomie administrative. Territoire d'outre-mer, elle a comme président Oscar Temaru. Il a une fonction de représentant, il dirige l'action du gouvernement et promulgue les lois du pays. Le gouvernement de Polynésie, constitué de 7 à 10 ministres, est chargé de conduire la politique de la collectivité. L'organe délibérant est l'Assemblée de Polynésie
élu au suffrage universel direct tous les 5 ans. Territoire autonome, mais qui reste rattaché à la France. Papeete est la capitale de la Polynésie française. Le franc pacifique est utilisé en Polynésie française. La fête nationale, prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Le français est parlé en Polynésie française. La Polynésie française compte 266 300 habitants. Les 118 îles qui composent la Polynésie française sont éparpillées sur 4167 km². Le littoral en Polynésie française a une longueur de 2525 km. La ville principale est Avaturu et Papeete. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bora Bora accueille la base des Alliés américains. En 1959, la Polynésie accepte par référendum son rattachement à la France. Elle se transforme en territoire d'outre-mer. En 1960 et 1996, la France a réalisé plus de 200 essais nucléaires, notamment en Polynésie française. Malgré conséquences, le tourisme se développe dans les années 1970, avec le premier hôtel sur pilotis construit à Bora Bora. C'est aujourd'hui la ressource principale de la Polynésie. Climat tropical, zone chaude, on distingue 2 saisons en Polynésie. L'hiver austral qui correspond à la saison sèche d'avril à octobre. Unique, troublante, résolument dépaysante, les images de la Polynésie sont multiples. Divisée en 5 archipels, la Polynésie française présente une diversité de paysages et d'écosystèmes uniques au monde. Tahiti demeure aujourd'hui l'île la plus connue, suivie de Bora Bora et Moorea. Pourtant, près de 300 îles méritent d'être découvertes. Détente, sport, rencontres, nature, activités nautiques, chaque île a ses spécificités. Et aucune ne se ressemble entre le mode de vie occidental de Tahiti et la vie proche de l'état sauvage des atolls reculés. La Polynésie offre aux voyageurs ses nombreux visages à travers des activités de prédilection, des lieux incontournables, mais aussi des découvertes surprenantes. Ce guide de la Polynésie, sans être exhaustif, permet de ne rien rater lors de son premier voyage sous les alizés. Le tourisme occupe une place importante dans l'économie polynésienne, première source d'exportation des biens et services du territoire. L'industrie touristique polynésienne rassemble 2820 entreprises qui génèrent 15% de chiffre d'affaires, cumulé en Polynésie française. En 2014, les touristes ont dépensé en Polynésie française 3095 millions d'euros. Ce secteur se structure essentiellement autour des 2 types de marchés, le tourisme terrestre et celui de la croisière. Les États-Unis restent le premier marché émetteur de tourisme, devant les marchés européens et la zone Asie-Pacifique. En 2015, 180 000 touristes ont été accueillis sur le territoire. Les touristes viennent le plus souvent pour découvrir leur culture. 15 000 visiteurs viennent pour les tatouages. C'est le mot tatou qui vient du tahitien qui signifie dessiner, frapper. Pour les peuples du Pacifique, il signifie plus qu'un désir esthétique. Il possède son langage défini, le statut social de l'individu. Il y a aussi les danses traditionnelles qui sont maintenant différentes de celles d'avant, qui servaient pour accueillir les explorateurs. Elles ont perdu leur rôle social, religieux ou politique pour laisser place au simple plaisir du spectacle. La fleur de tiare est un emblème de la Polynésie française. En raison de son odeur subtile et de sa couleur blanche et si pure que le tiare est devenu très prisé. La fleur de tiare est la fleur reine des îles polynésiennes. C'est un ornement indispensable. Comment porter votre fleur ? En effet, que vous la portiez sur l'oreille droite ou gauche, vers l'avant ou l'arrière, ne signifie pas la même chose. Si la fleur est portée à l'oreille droite, vous êtes célibataire et encore libre. La fleur portée à l'oreille gauche signifie que vous êtes marié, fiancé ou pris. La fleur portée sur les 2 oreilles vers l'avant signifie que vous êtes marié mais encore disponible. La fleur portée vers l'arrière, vous êtes disponible immédiatement. D'un naturel très chaleureux, les Polynésiens sont toujours sereins et prennent la vie du bon côté. Tout le monde se tutoie même si on ne connaît pas la personne, cela ne dérange pas. Lorsque l'on rentre dans une maison polynésienne, il faut enlever ses chaussures, c'est pour eux une marque de respect. En revanche, la saison des pluies, de novembre à mars, est marquée par des précipitations abondantes et régulières accompagnées de vents souvent violents. Les cyclones ne sont pas rares. Et maintenant, un reportage sur la Martinique. La Martinique se situe dans l'océan Atlantique, proche des côtes est de l'Amérique du Nord. Sa superficie est de 1128 km².
Le sujet d'aujourd'hui portera sur l'agriculture. C'est un reportage de Chloé, Anthony, Jules, Maxime et Alexis. L'agriculture porte 22% des emplois du secteur primaire et secondaire. Les cannes à sucre se situent au centre et au sud de la Martinique, mais ne sont pas plantées sur les grands reliefs. Les climats permettent la spécialisation agricole dans les grands produits tropicaux qui accélèrent par la colonisation. La Martinique fut découverte le 15 juin 1502 par Christophe Colomb. Lors du traité de Paris en 1763, le roi d'Angleterre rend la Guadeloupe et la Martinique à la France, qui lui cède le Canada. L'origine des Martiniquais vient du commerce triangulaire. Les Français allaient chercher des esclaves noirs en Afrique pour les ramener dans les colonies et faire travailler sur les plantations agricoles. La France était en recherche de produits exotiques et obligeait les esclaves noirs à ramener du coton et de la canne à sucre. La Martinique a conservé une forte identité locale au travers des produits qu'elle cultive, qui s'appuie sur les richesses de son terroir pour exporter les fruits de son savoir-faire agricole. La Martinique produit 190 000 tonnes de bananes, dont 83 000 sont exportées en métropole, mais aussi des goyaves, citrons, oranges et également d'ananas, dont 80% est transformé en jus et en conserve. Le secteur des boissons représente 40% de l'activité agroalimentaire de l'île, du rhum, du jus de fruits, des sodas, suivi par les produits laitiers, 16%, le pain et la viande sont à 9% chacun. La canne à sucre représente la deuxième culture de la Martinique derrière la banane avec une surface qui a augmenté pour atteindre 4150 hectares. La canne à sucre est à 60% transformée en rhum agricole AOC, appellation d'origine contrôlée. Les distilleries, usines produisant de l'alcool, sont très fréquentes, surtout de rhum. On les appelle des rhumeries. L'acteur principal est l'État, qui est un acteur public. Les 40% restants sont destinés à la production de sucre dans les usines du Galion. 180 planteurs cultivent la canne avec un phénomène de concentration important des exploitations. La production de rhum est de plus en plus industrielle, donc les producteurs artisanaux sont écrasés par les industries. Le coût de production du sucre augmente, donc fait augmenter le prix du rhum, car il est essentiellement constitué de sucre. C'est donc pour cela que les industries profitent de cette marge. La Martinique produit également des légumes. L'île ne produit aucune céréale. Si l'élevage porcin et avicole satisfait les besoins en produits frais, les importations de viande congelée dominent le marché. Seules les prairies contribuent localement à l'élevage bovin, l'élevage hors sol, essentiellement volailles et porcs, représentent 75% des produits animaux. La vie chère devient insupportable, surtout pour les plus démunis. Nul ne peut le nier. Pas une semaine sans une augmentation de tout ce qui constitue notre quotidien. Eau, carburant, tabac, vêtements, voitures, transports et bien sûr les produits alimentaires. La vie a toujours été chère. Les produits viennent de l'extérieur, surtout du continent européen. L'ouragan Maria est un cyclone tropical de catégorie 5 qui a ravagé une partie du monde pendant près d'un mois. Maria est partie de l'océan Atlantique, s'est estompée sur les côtes de Cuba. Maria est passée sur les terres martiniquaises le lundi 16 septembre à 14h au-dessus de Trinité. Les pertes dans les plantations s'élevèrent à 60%. Voici l'interview de David Mir à Bouillante, qui fournissait 450 tonnes à l'export par an pour un chiffre d'affaires de 350 000 € annuel. Aujourd'hui, j'ai 100% de ma production qui a été rasée. Tout est couché. J'ai perdu toute la vente de la fin d'année, sans compter celle de l'année prochaine. Je vais avoir besoin de 12 mois minimum pour entrer en production. Philippe Laliane, le directeur du groupement de producteurs renchéris. En un mot, c'est une catastrophe. De mémoire, ça fait pratiquement 30 ans qu'on n'avait pas connu ça. L'ouragan a provoqué des tensions sociales car la population locale trouve que la France n'intervient pas assez vite. Et maintenant, la Réunion. La Réunion se situe vers le continent africain à côté de Mayotte. Sa superficie est de 2512 km². Le sujet d'aujourd'hui portera sur les aménagements et sur la protection d'un territoire fragile. Reportage de Léa et Quentin. Le parc national de la Réunion a une superficie de 100 000 hectares, soit 42% de la superficie de l'île. Il a été mis en place en 2007. Le parc national est protégé et contient une faune et une flore rares. De nombreux animaux, végétaux et insectes y résident. L'association de la protection de l'environnement exerce des activités dans le domaine de la protection de la nature. Elle consiste à protéger la faune et la flore. En 2013, des axes routiers sont créés sur la mer pouvant supporter des cyclones de 150 km/h et des vagues de 10 mètres. La fin du projet est pour 2020. Les acteurs qui participent au financement de ce projet
sont les acteurs publics, État 532 millions, région 669 millions, FEDER 151 millions. Les acteurs privés, comme par exemple les citoyens, 248 millions. L'ensemble du projet coûte 1,66 milliard d'euros. C'est une 2 fois 3 voies. Cette route est la plus chère du monde. La Réunion est une île qui est peu riche, donc ce projet fait polémique, car il demande un très gros financement. À l'extérieur de l'île se situent la ville et les terres agricoles et à l'intérieur de l'île, les espaces naturels, exemple les volcans. Le piton de la Fournaise qui est un des plus actifs dans le monde. Il a 500 000 ans et mesure 2631 mètres d'altitude. Le piton de la Fournaise est en éruption environ tous les 9 mois. Le piton des Neiges est un volcan endormi. Il mesure 3072 mètres d'altitude. Il est accessible par des sentiers de randonnée à partir de environ 1200 mètres d'altitude. Un gîte est sur le trajet à 2400 mètres d'altitude qui permet de voir l'aube. La Réunion est une zone à risque, car il peut y avoir des cyclones, des éruptions volcaniques, des inondations, des séismes, des feux de forêt, des tsunamis et des mouvements de terre. Mais le risque le plus mortel sont les requins. Cependant, la Réunion fait rêver les surfeurs, mais beaucoup d'entre eux ne viennent pas car il y a beaucoup de requins. En été austral, de janvier à février, la température est supérieure à 30 degrés. En hiver austral, de juillet à août, la température est de 24 à 25 degrés. Elle ne descend pas en dessous de 20 degrés la nuit. Il y a des impacts à cause du réchauffement climatique. L'eau est plus chaude, donc apparition de requins, et les cyclones, exemple le cyclone de Bégissa. Allons maintenant à Mayotte. Mayotte se situe sur le côte est de l'Afrique. Elle est devenue en 2011 le 101e département français. Le sujet portera sur les soucis d'aménagement. Non, c'est pas ça. Mayotte est la seule des 4 îles de l'archipel de Comores à avoir refusé l'indépendance en 1974. Elle est aujourd'hui sujette de nombreuses inégalités dans le domaine du logement, de l'école et de la santé. Ces inégalités sont accentuées par un phénomène de migration en provenance d'Afrique. Tout d'abord, l'habitat est particulièrement précaire. Un logement sur 4 ne dispose pas d'eau courante. La moitié n'a pas de toilette à l'intérieur de l'habitation, ni de baignoire, ni de douche. Les qualités des eaux est en effet un péril du fait d'une gestion défaillante de la collecte des déchets, d'un service public qui peine à agir et d'une sensibilisation insuffisante auprès de la population. À Mayotte, il n'y a qu'un hôpital pour 212 000 habitants, 98 médecins et 26 naissances par jour, l'équivalent d'une classe à construire tous les jours, alors qu'en métropole, on compte 2200 naissances par jour. En 2016, Mayotte aura battu un record avec plus de 12 000 naissances sur l'année. Vu de l'extérieur, c'est le même que l'on peut trouver en métropole, mais il n'y a pas les mêmes capacités. En effet, il accueille le double de ce qu'il peut accueillir. Il y a 2 personnes par lit. Les migrations ont un impact important sur les services hospitaliers. Des effectifs insuffisants et des services saturés par la forte immigration qui frappe l'île mettent le service hospitalier en danger. Il faut stopper l'immigration, soit donner les moyens de travailler dans des conditions requises, a insisté Madi Hassani, délégué du syndicat. La possibilité d'accéder ou de faire accéder leur enfant à la nationalité française inciterait nombre de femmes enceintes à venir à Mayotte. Des ressortissants du continent africain comme des Comores viennent ainsi accoucher dans les maternités de Mamoudzou. Elle fuit les effets du changement climatique qui ont commencé en Afrique de l'Est et qui provoquent une importante montée des eaux. À Mayotte, pourtant, la vie n'est pas facile. Certains habitants n'ont que des bidonvilles comme logement. Pas d'adresse, les habitations sont en tôle et dangereuses. Les déchets sont jetés par centaines au milieu des rues. À Mayotte, moins de la moitié de la population est scolarisée, soit 90 000 élèves. En comparaison, 98% de la population parisienne va à l'école. Mais il n'y a pas assez de professeurs titulaires et pas assez de salles. Par manque de place, il existe un système de rotation. Les professeurs travaillent 5 heures d'affilée, soit le matin, soit l'après-midi. On apprend en effet que selon les données de 2012, la majorité des élèves scolarisés sont des filles. Ainsi, puisque les taux de réussite entre filles et garçons sont équivalents, on peut dire que 60% de nos bacheliers sont désormais des bachelières. Mayotte est le seul département intégralement classé en raison d'éducation prioritaire. Face à ces difficultés, Mayotte est sans surprise le département où le chômage est le plus élevé en France.
Pour finir, nous vous emmenons en Guyane. La Guyane se situe en Amérique du Sud au nord-est. Sa superficie est de 83 846 km². Le sujet d'aujourd'hui portera sur les aménagements industriels de haute technologie. Reportage de Antoine, Anthony, Pablo et Antoine. Où construire une base? La Guyane rayonne dans le monde grâce à son centre aérospatial, qui mesure 65 000 hectares, autant que la Martinique, véritable puissance mondiale. Il permet sa poussée économique. Avant de se situer en Guyane, la base française d'aérospatiale, nommée Amaguir, se trouve en Algérie, à Colombe-Béchar. Puis, après l'indépendance de l'Algérie, le gouvernement français décida de relocaliser la base en Guyane sur le site de Kourou, le 14 avril 1964. La CNES, Centre national d'études spatiales, a été choisie comme maître d'œuvre pour ce projet. Le 9 avril 1968, la première fusée décolle. C'est une fusée sonde. Elle se prénomme Véronique. À cette époque, la France est la troisième puissance spatiale. Le développement de l'aérospatial français et européen. La France possédant un site de lancement, l'Europe en profite donc pour tenter de créer une fusée de lancement nommée Europa qui se solda par un échec. Mais sur cet échec se construisit une nouvelle fusée nommée Ariane, début d'une longue famille de lanceurs. Aujourd'hui, cette famille détient 50% des parts du marché de satellites civils. Ce pourcentage énorme est dû à la présence stratégique du centre de Kourou. Il permet de lancer des satellites de télécommunication vers l'est afin qu'ils survolent l'équateur et des satellites d'observation vers le nord afin qu'ils survolent les pôles. C'est un énorme avantage car les Américains par exemple ne peuvent pas lancer de satellites vers le nord et vers l'est avec une seule base. De plus, avec sa proximité avec l'équateur, les fusées lancées depuis Kourou bénéficient de l'effet de fronde, ce qui leur permet d'économiser 17% de carburant qu'une fusée lancée depuis une base américaine consommerait. Kourou est une base si efficace qu'elle est devenue le port spatial de l'Europe. 12 pays européens participent à la construction d'Ariane 4. Les acteurs du port spatial de l'Europe. Le Centre spatial guyanais, CSG, dispose de plusieurs acteurs. Les acteurs publics, l'ESA, Agence spatiale européenne, propriétaire des lancements et décide des finances et des programmes. Les acteurs privés sont l'Arianespace, opérateurs commerciaux des lancements constructeurs des fusées Ariane, et Régulus, exploitant de l'usine de Propergol et de Guyane. Europropulsion s'occupe de l'intégration du moteur de Propergol solide MPS des lanceurs Ariane 5. Kourou aujourd'hui. La France rayonne dans le monde grâce à son centre aérospatial qui permet le lancement des fusées françaises et européennes et de satellites américains, japonais et indiens. C'est aussi l'un des centres les plus modernes au monde et c'est grâce au centre spatial que la Guyane a la responsabilité du lancement de fusées et des relations avec l'espace de la France et du reste de l'Europe. Et malgré tous ces avantages, la Guyane a aussi des contraintes. Les occupants, la population rurale de Kourou se chiffrait à un peu plus de 600 habitants qui résidaient sur l'emplacement. Le champ de tir Kourou coûterait la somme de 63 777 959 €. Merci à tous d'avoir suivi cette émission sur les Dromcom. C'était Corentin et Chloé, ainsi que leurs envoyés spéciaux. Production des 3e pour Cercy Prod. Bonne journée. Au revoir.